Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici pour du coup, cette dernière rencontre de cette très belle série au sein de l'EJMA. Donc l'EJMA, École de Jazz Musique Actuelle de Lausanne, accueille depuis maintenant 8 ans des rencontres dans le cadre des rencontres 7e art Lausanne. J'en profite, comme à chaque fois, mais c'est tellement important, de remercier Vincent Pérez, son fondateur, ainsi qu'Alexandrine Cole, la directrice générale, et toute l'équipe qui œuvre jour et nuit, et ce, des mois avant, pour pouvoir vous proposer tout ce que ce festival génial vous propose. Donc, l'EJMA accueille des rencontres. Ces rencontres ont toujours un lien, d'une manière ou d'une autre, avec la musique de film, pas uniquement avec le monde du cinéma. Et aujourd'hui, on a un lien plus qu'évident avec la musique de film. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir monsieur Alexandre Tilski, qui est auteur, réalisateur, notamment pour l'émission Blow Up d'Arte, que je vous conseille vivement de regarder, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'audiovisuel. Il est auteur de 10 ouvrages sur le cinéma, dont un qu'il vous dédicacera volontiers à la sortie de cette rencontre. Il a produit également 10 documentaires pour France Culture. Il est passionné par un compositeur qui va nous intéresser aujourd'hui, qui se nomme John Williams. Et d'ailleurs, c'est monsieur Tilski qui a écrit le premier livre en français consacré à ce grand monsieur de la composition. Et Alexandre Tilski va aujourd'hui donc nous faire découvrir le monde passionnant de l'art des mélodies d'amour chez ce compositeur de génie. Merci d'accueillir et d'applaudir Alexandre Tilski. Merci. Merci beaucoup, merci au festival et merci à Julien, formidable directeur de cet étabbissement que j'aime beaucoup. Et donc c'est top d'être ici. Et en plus de parler de John Williams, qui vous avez peut-être vu récemment le documentaire qui lui a été consacré donc, par Laurent Bouzereau. Vous l'avez vu ce documentaire ? Pas vu ? Oui ? Quelques personnes ? Ouais. C'est sur Disney+, hein. Il faut avoir Disney+, pour le voir, puisque c'est produit par Disney, par Steven Spielberg. C'est un documentaire d'1 heure où, pour quasiment la première fois, il parle de certains sujets, des sujets très personnels, de son parcours, sur lequel je vais revenir, parce que ça fait partie intégrante de l'ADN de sa musique aussi. John Williams, donc, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà entendu parler de ses musiques, évidemment, mais il n'a pas fait que. C'est pour ça que le prisme de l'amour, des thèmes amoureux de John Williams est intéressant, parce qu'on va pouvoir passer outre le fait que John Williams, évidemment, est labellisé, étiqueté comme le compositeur de tous les Star Wars, le compositeur de tous les Indiana Jones, le compositeur des Dents de la Mer, de E.T., de Jurassic Park, Harry Potter. La liste est très très longue, c'est juste impossible qu'une seule personne ait fait tout ça, pourtant c'est le cas. Donc né en 1932, new-yorkais, de parents artistes, musiciens, surtout son père qui était donc percussionniste de jazz, avec notamment le Raymond Scott Orchestra, et qui ensuite, son père a travaillé aussi pour les studios d'Hollywood, et ce qui a permis aussi à son fils de voir un peu l'envers du décor pour l'enregistrement des musiques pour Hollywood. Et donc John Williams, son parcours est imbibé de jazz. Alors ça tombe bien d'en parler ici, évidemment, puisque c'est vraiment ça coule dans ses veines, de son enfance, où il passait sa vie à écouter du jazz, mais son père tenait absolument à ce qu'il travaille le piano. Il disait « Ok, tu peux jouer au baseball », mais il lui disait ça, genre, lorsqu'il avait 6 ans. « Tu peux jouer au baseball, mais tu me travailles pendant 30 minutes le piano, là, de suite. » Il a été assez autoritaire sur ça. Résultat, il a fait la Juilliard School, quand même, qui est une des plus grandes écoles des États-Unis, pour à la fois l'orchestration, le piano et la composition. Donc il a une formation à la fois imbibée
de jazz et de musique populaire, mais avec une solide formation académique, ce qui fait qu'il a très très tôt à la fois la casquette capable de jouer dans des orchestres, au piano, et même d'orchestrer assez vite. Et très très vite, il va donc passer de pianiste de jazz à pianiste de studio, puisqu'il va travailler sous la direction de très grands compositeurs de Hollywood, dont vous avez sans doute entendu parler, puisqu'il a bossé en tant que pianiste pour Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith, Alex North, etc. Enfin, vraiment quelques-uns des plus grands compositeurs de Hollywood. Donc, il a vu comment travaillaient, en gros, les maîtres. Et puis, peu à peu, ils ont vu qu'il était assez bon, ce jeune, donc ils commençaient à lui demander de faire des orchestrations. Bon. Et peu à peu, des orchestrations, des compositions. Et le voilà, à la fin des années 50, début des années 60, à composer des musiques de films pour donc Hollywood. Et on va entendre à quoi ressemblait le jeune John Williams des années 60, puisque je vous ai sélectionné un certain nombre d'extraits. Pardon, ça sera des extraits très courts parce qu'on a très très peu de temps. Donc mes excuses pour ne pas prendre le temps vraiment d'écouter en longueur, mais ce sont des partitions qui sont accessibles et que vous pouvez écouter chez vous, bien sûr, en longueur. Et par exemple, il a fait le piano qu'on entend dans Bachelor Flat de Frank Tashlin, un film de 1961, et dont on va entendre un extrait. Il a fait, dans les années 60, il a travaillé quand même avec des réalisateurs de renom, William Wyler notamment, Gene Kelly aussi, et il a même fait le seul et unique film réalisé par Frank Sinatra. Frank Sinatra a réalisé un film qui s'appelle Not But the Brave. Not But the Brave, c'est un film de 65. Si vous avez l'occasion de le voir, John Williams, le tout jeune John Williams, avait signé la partition pour le film de... Alors voilà ce que ça donne. Voilà, tac. Merci. C'est court, excusez-moi. C'est juste pour vous donner une idée à peu près des couleurs que proposait John Williams dans les années 60. C'était principalement des comédies pour Hollywood. Hein. Donc c'était des orchestrations extrêmement colorées. Alors on l'a un peu comparé à l'époque à Henry Mancini, que vous connaissez sans doute, à qui on doit La Panthère Rose notamment. Et donc c'était des musiques plutôt comme ça. On peut écouter par exemple How to Steal a Million de William Wyler, avec le thème d'amour composé par John Williams. Possibilité de me faire un joli fondu, ça serait magnifique, Julien. Merci beaucoup. Voilà à peu près l'ambiance du John Williams avant Star Wars, du John Williams assez romantique, pour des comédies romantiques. Il a notamment fait aussi pour Gene Kelly, le grand danseur d'Hollywood, Gene Kelly, qui était aussi réalisateur. Un film qui s'appelle A Guide for the Married Man en 67, et dont la chanson titre composé par John Williams, est interprété par les Turtles. Et on est en 67. Oh, what we need in the world today, yeah, 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 is a guide for the married man. Yeah, 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 yeah.
Vous voyez l'idée. Il était capable de donc, composer des chansons. Il était capable de faire donc, des films pour Hollywood, pour la télévision. Dans les années 60, il a fait énormément de séries télé, plus ou moins connues. Bon. Mais comme on parle de mélodie d'amour, là, évidemment, je vous ai fait une sélection des choses un peu romantiques. En tout cas, les années 60, voilà à peu près le John Williams, on va dire, j'allais dire inoffensif, en tout cas, qui se plie extrêmement bien aux demandes des productions. Il est connu pour ça, pour cette espèce d'efficacité, de technicité qui est incomparable. Encore aujourd'hui, il faut savoir que John Williams, non seulement ne travaille pas avec l'intelligence artificielle, mais ne travaille pas avec aucun ordinateur, aucun. Jamais. Encore aujourd'hui. Et ce n'est pas un refus catégorique des technologies, c'est juste comme il dit, il n'a pas le temps. Bon. D'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles technologies en tout cas. Donc tout est fait sur crayon, papier. L'autre grand, évidemment, compositeur qu'on a tellement adoré pour le cinéma, Ennio Morricone, et c'était de la même école, crayon, papier. Encore aujourd'hui. Et les orchestrations lui-même. Les musiques de John Williams ne sont pas... Alors, il a évidemment des gens pour l'aider, mais ce qu'il écrit sur les portées, en termes d'orchestration, déjà tout est en place. Après, c'est développé effectivement par ses équipes, mais tout est écrit par lui. Dès cette époque-là. Dans les années 70, un virage s'opère pour John Williams, à plusieurs échelons. Déjà, il se sent un petit peu à l'étroit de ses productions formatées, on va dire, par la télévision, le cinéma commercial, et il commence à écrire de la musique savante, notamment un concerto pour flûte à la fin des années 60, puisqu'il y a pas mal de compositeurs qui lui disent « mais écoute, essaie d'écrire de la musique, essaie d'écrire autre chose ». Bon. Il sent qu'il grandit en lui. Bon. Et il commence à faire des musiques un peu plus... et pour des films un peu plus sérieux. Notamment, je pense à ces thèmes d'amour pour Jane Eyre, qui est un téléfilm de 1970, un très 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 joli thème qu'on peut écouter tout doucement. Jane Eyre, donc par John Williams, avec des orchestrations et des mélodies un peu plus approfondies, peut-être. Pas très connu à la même période, il écrit pour un film italien. Ça, c'est pas très connu. C'est Storia di una donna de Leonardo Bercovici, 1970, pour la chanson titre romantique du film. Il écrit aussi des orchestrations, là pour le coup, qui décroche d'ailleurs son premier Oscar pour ça, pour l'orchestration, pas la composition, mais l'orchestration en 1971 de peut-être une des plus belles comédies musicales que vous connaissez peut-être, qui est Un violon sur le toit. Et Un violon sur le toit, réimaginé par John Williams, c'est absolument splendide. Il va redynamiser, recoloriser. On peut écouter peut-être la chanson d'amour du film qui est vraiment qui est top. Love. Golden, do you love me? Do I what? Do you love me? Do I love you? Well, With our daughters getting married and there's trouble in the town, you're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion. no, Golden, I'm asking you a question. Do you love me? You're a fool. I know. But do you love me? Do I love you? Well. For 25 years I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now? Golden, the first time I met you,
was on our wedding day. Pardon de le couper parce que c'est vraiment c'est très belle adaptation en film par Norman J. Wilson en 71 et très belle orchestration par John Williams. Là, on est au début des années 70. Il se passe un événement dans sa vie qui va absolument tout changer. Et comme le thème du festival, c'est l'amour, je ne peux pas ne pas en parler, d'autant que réellement, c'est un moment de bascule pour John Williams. Il est marié depuis quelques années avec une chanteuse, Barbara Rick, qu'on voit dans des films américains, des comédies musicales. Ils ont 3 enfants. Tout se passe très bien. Elle tourne un film en 1974 pour Robert Altman. Robert Altman, grand réalisateur avec qui John Williams a beaucoup travaillé pour la télévision et le cinéma. Et malheureusement, elle décède d'une malformation artério-veineuse cérébrale, AVC foudroyant. Elle meurt. On est en 1974. Dans le documentaire de Laurent Bouzereau, si vous avez l'occasion de le voir, John Williams, quasiment pour la première fois, en parle. Et il dit ceci: ce décès soudain, inattendu, imprévisible, a absolument changé non seulement ma vie quotidienne, bien sûr, mais ma façon de voir la musique. Du jour au lendemain, John Williams est devenu un autre compositeur. Il a décidé qu'il allait consacrer sa vie à la musique de manière beaucoup plus approfondie, comme il dit, en disant « c'est peut-être le cadeau que ma femme me fait en m'expliquant ce qu'il me reste à faire dans la vie ». Et il dit ceci: elle m'aide chaque jour pour composer la musique encore aujourd'hui. Et il est devenu, à partir de ce moment-là, en 1974, eh bien, il a enchaîné tous les plus grands succès de sa carrière, Les Dents de la Mer, La Guerre des Étoiles, etc. Quasiment du jour au lendemain, il est passé d'un, vous avez entendu, un compositeur plutôt inoffensif, mais avec du potentiel, il y a en germe évidemment une technicité, à un compositeur qui tout d'un coup décide, comprend ce qu'il lui reste à faire. Et ce moment de bascule-là, donc c'est évidemment l'amour qu'il porte à sa femme, et il dit aujourd'hui, il ressent encore aujourd'hui sa présence dans sa composition même. Et il lui compose, et peut-être on peut entendre un extrait, il lui compose aussi, juste avant La Guerre des Étoiles, il lui compose entièrement un concerto pour violon, parce que son beau-père était violoniste, un concerto pour violon qu'il considère encore aujourd'hui comme peut-être sa plus belle œuvre. Si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est quelque chose d'extrêmement déchirant, très sombre, mais qui est dédié à sa femme Barbara. Si vous écoutez ce concerto jusqu'au bout, qui est un concerto extrêmement romantique, vraiment c'est un concerto d'amour, vraiment. Je vous encourage à l'écouter, vous plongez dans le noir, l'écouter jusqu'au bout. Et lorsque vous écoutez les dernières mesures de ce concerto pour violon, on entend apparaître quasiment ce qui va être la suite de cette composition, c'est-à-dire en réalité La Guerre des Étoiles. Dans La Guerre des Étoiles, composé, mais vraiment, littéralement, quand il termine le concerto pour violon, il y a des textures, il y a des réflexions qui font vraiment le lien entre ce concerto d'amour et ce qui va devenir, ce qui va propulser aussi sa carrière. Je ne résiste pas, petit aparté, parce que on est là pour ça. Comme on parle d'amour, de musique, etc., impossible de ne pas parler, pour moi, d'un des plus grands écrivains de la musique, qui est Pascal Quignard.
Pascal Quignard, qui a écrit des livres fondamentaux sur la musique. La haine de la musique, la leçon de musique, et, peut-être moins connu, Boutès. Boutès, qui est un livre majeur. Boutès, donc, vous connaissez l'histoire, hein, c'est mythologie grecque, qui a cédé au chant des sirènes, qui a plongé, qui s'est jeté à l'eau. Il a été rattrapé, mais quand même, il a cédé à la musique. Et donc, Quignard fait un texte magnifique sur Boutès, où il y a des passages très très beaux, mais qui font écho à ce que je viens de dire aussi. Et des passages, quand il dit par exemple, Quignard, « Sans la musique, certains d'entre nous mourraient ». Ou d'autres passages qui sont très beaux aussi, lorsqu'il dit à quel point, de toutes les activités lettrées, la musique est la plus ancienne. La musique, seul le mouvement de la lune précède la musique. Le mouvement des marées, le son des marées peut-être. De revenir à l'origine de ce que c'est que la musique. Et John Williams, j'en parle parce que John Williams, c'est quelqu'un qui lit énormément de poésie, c'est quelqu'un qui adore les arbres, qui a écrit des concertos pour les arbres. C'est un amoureux de la nature, c'est un amoureux de la poésie. Et je ne pouvais pas ne pas parler un petit peu de poésie aujourd'hui. Et notamment lorsque Pascal Quignard dit aussi, vers la fin de ce livre, « La musique a quelque chose à voir avec quelqu'un que nous avons perdu ». Alors, John Williams rebondit donc par la musique. Il enchaîne donc des belles mélodies d'amour, notamment, alors on va sourire un petit peu, après ce que je viens de vous dire, il a écrit une mélodie d'amour pour le Superman de 1978, alors, le film a assez vieilli, la musique est dans l'air du temps, bien que avec une orchestration qui était un petit peu anachronique par rapport à l'époque, parce fait avec des orchestrations à l'ancienne, et on peut peut-être le réécouter si vous... Who's that, your boyfriend? Clark? Oh, Clark. No, he's nothing. He's just a... Peter Pan, huh? Peter Pan flew with children, Lois. In a fairy tale. Vous voyez l'idée, donc John Williams qui est réputé pour s'inspirer pas mal de la musique anglaise, beaucoup, de la musique russe, beaucoup Tchaïkovski, Stravinsky, beaucoup. La musique anglaise, lorsqu'il fait des thèmes plutôt solennels, la musique russe, du côté de Tchaïkovski en tout cas, lorsqu'il cherche des mélodies. C'est un mélodiste évidemment hors pair, John Williams, bien sûr, dans le sillon de Tchaïkovski. Et lorsqu'il fait un travail, disons, notamment sur les musiques d'action, c'est plutôt Stravinsky, évidemment. Mais pas que. John Williams, on le verra peut-être à la fin, il s'inspire aussi de Bach, il a vraiment une palette qui est extrêmement large. Dans les années 80, il travaille avec Pavarotti. On va entendre une chanson qu'il compose pour Pavarotti en 1980. Personne n'a vu ce film. Ça a été un bide total. Mais musique de John Williams. 1980. The skies be any bluer than they are. Would our smiles be any warmer, kiss be any sweeter, if we were in love? And would we seem any closer at
ils ont travaillé ensuite sur un autre projet avec Pavarotti, mais John Williams a toujours été très proche des grands solistes, des grands orchestres, toute sa vie encore aujourd'hui. Il a travaillé, il continue à être un chef d'orchestre aujourd'hui à 93 ans, à Tokyo, à la Scala, à Berlin. Il travaille pas mal en ce moment avec Anne-Sophie Mutter, que vous connaissez sans doute, la grande violoniste, dont on va entendre une réinvention d'un thème de La Guerre des Étoiles, mais du thème d'Anne Solo de la Princesse, thème romantique, écrit pour La Guerre des Étoiles, réécrit par John Williams pour Anne-Sophie Mutter, un des plus grands violonistes au monde, et ça donne ça. Vous avez sans doute reconnu dans le thème de la princesse Leia et de Han Solo dans l'Empire contre-attaque en 1980, en filigrane, le concerto pour violon de Tchaïkovski. Alors évidemment, c'est un pastiche, à peine caché par John Williams, mais c'est très beau dans le film, ça fonctionne tout d'un coup. On a des vaisseaux spatiaux, mais on a une musique qui date du 19e siècle. Et la collision, l'oxymore, comme on dit en poésie, fait une espèce d'étincelle de genre et d'époque qui fonctionne très très bien. Il compose à la même période, c'est une période au début des années 80 où il se remarie, 6 ans après. Et je crois, et ça s'entend, je trouve franchement, ça s'entend dans sa musique. Là aussi, il y a comme une espèce d'énergie incroyable dans ses musiques des débuts des années 80, où il va signer tour à tour le fameux thème de Yoda, de Darth Vader, de Han Solo et la princesse, de E.T. Il devient chef d'orchestre aussi du Boston Pops, chef d'orchestre titulaire. Il revit complètement et il écrit aussi le thème de Marion dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est un très beau thème d'amour. Et je vous laisse cette scène délicieuse entre Marion et Indiana Jones. On est en 1981. Souvent la flûte dans les thèmes romantiques de John Williams. Man I knew 10 years ago. It's not the years. It's the mileage. What? Please, I don't need a nurse. I just want to sleep. He's such a baby. Marion, How's this here? go away. Yes. Hurts. Ow. Well, God damn it, anywhere doesn't it hurt? Here. Le désir monte en même temps que la musique, évidemment. This is too bad. Voilà un exemple de comment John Williams traite une scène de cinéma et comment la science de son orchestration se marie. On parle vraiment d'un mariage, pour le coup, entre la musique et l'image, et c'est devenu une science. On parle de la musique savante pour le concert, bien sûr, mais
En réalité, il y a évidemment de la science et quelque chose de très savant dans cette combinaison, ce mariage entre le rythme de l'image, le rythme de John Williams. Si on maîtrise le rythme, on maîtrise quasiment tout. C'est le premier des langages, et ça vaut pour quasiment tous les corps de métier, tous les arts. Bon, donc ça, John Williams et Steven Spielberg sont grands collaborateurs depuis 1973. Ils continuent à travailler ensemble. On partage ce goût, ce sens du rythme extrême. Spielberg, fils de pianiste et lui-même clarinettiste, a toujours travaillé avec John Williams depuis 1973. Vous vous rendez compte, c'est une collaboration qui a plus de 50 ans, et qui fait que ça donne des scènes effectivement extrêmement bien pensées. Et ils savent aussi quand se taire. Il y a beaucoup de leurs scènes qui ne sont pas musicalisées. Je pense notamment à une des plus célèbres, par exemple, l'arrivée du T-Rex dans Jurassic Park. Il n'y a absolument pas de musique pendant 10 minutes. C'est juste la pluie et c'est tout. Ils savent quand se taire. Et c'est aussi le talent des grands compositeurs, bien sûr, mais des cinéastes, évidemment. Dans La Guerre des Étoiles, je vais faire vite, il y a aussi un autre thème d'amour, si on peut dire, mais entre un frère et une sœur, entre donc Luke Skywalker et la princesse Leia, qui découvrent qu'ils sont frères et sœurs, et John Williams écrit aussi un thème d'amour qu'on peut écouter brièvement dans Luke et Leia, dans Le Retour du Jedi, on est en 1983. Et le défi pour lui, c'était comment faire pour qu'un thème d'amour, fraternel pour le coup, ne paraissent pas trop ressembler à un thème d'amour d'un couple, on va dire, qui sont charnellement, on va dire, impliqués. Et donc, c'était un défi de musicien de parler de l'amour fraternel avec beaucoup de sentiments, mais sans que ça passe pour quelque chose de trop sexuel. À mon avis, c'est un peu planté, si vous écoutez bien, mais c'est toute l'ambiguïté dans évidemment, dans Star Wars, l'ambiguïté entre le frère et la sœur. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est autre chose, ouais. C'est Return of the Jedi, c'est juste après. Voilà. Est-ce que c'est pas un thème d'amour, vraiment, ça? Je suis pas sûr, c'est très ambigu quand même. Il y a quand même beaucoup de sentiments, quand même. À vous de juger. À vous de juger, mais ça fait partie de... Vous vous rendez compte quand même le métier de compositeur de musique de film. Robert Bresson, dans le fameux livre Notes sur le cinématographe, disait des musiques nous évoquent souvent des images. Nous tous, c'est vrai. Mais imaginez-vous dans la peau d'un compositeur de musique de film pour qui le métier, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire d'avoir des images et d'en faire sortir de la musique. C'est un travail complètement fou quand on y pense. Eh bien, c'est le travail de John Williams de réussir à extirper des mélodies, extirper des orchestrations de scènes et d'images. Pour Spielberg, par exemple, il n'a jamais compris. Il a dit comment un métier peut être une page blanche. Pour lui, c'est impossible en tant que réalisateur. C'est le métier de John Williams de réussir ce petit miracle qui fait qu'en plus, on est dans un médium, l'audiovisuel, où le pouvoir du son, et je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est très important, bien sûr, quand on est enveloppé par des thèmes d'amour comme ça, on est enveloppé, mais physiquement, bien sûr. L'audiovisuel, comme dit Godard, dans audiovisuel, audio vient en premier, déjà. Comme dit Pascal Quignard, nos oreilles n'ont pas de paupières. Et si vous réfléchissez bien à ça, il dit ça dans La haine de la musique, qui est un livre majeur sur la musique. Toute l'histoire du son, depuis les conques, sur les plages, les cavernes, jusqu'au XXe siècle. C'est un livre majeur. Et il dit, les oreilles n'ont pas de paupières. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le plus puissant de tous les arts. Parce qu'on ne peut pas s'échapper. On est dans une salle, c'est
Impossible. Vous pouvez fermer les yeux si le spectacle est horrible, mais vous ne pouvez pas fermer vos oreilles, c'est impossible. Et donc, comme les oreilles n'ont pas de paupières, la puissance du son au cinéma, la puissance de l'audiovisuel est quasiment illimitée. Orson Welles disait « le plus grand des écrans, c'est le son ». Évidemment, lui qui a démarré par le théâtre et la radio, il était bien placé pour le dire. Il y a un truc que j'adore chez les Québécois, ils disent « Ah bah l'autre jour, j'ai écouté ce film à la télé ». Formidable. Formidable de se rendre compte, d'écouter les films. Pour Ennio Morricone, la musique, c'est 50% d'un film. Le son, forcément, c'est 50% d'un film. La puissance narrative par la musique. Cette puissance de... On entend avant de voir. C'est le premier des sens. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on se rend compte de la portée, sans jeu de mots, la portée extraordinaire de la musique de film, et en particulier lorsqu'on a un maître aussi savant que John Williams, on ne peut tout simplement pas échapper à ces mélopées, on ne peut pas échapper à ces propositions sonores. Alors, je vous ai mis plein d'autres, on ne va pas tout écouter, mais dans Les Sorcières d'Eastwick, par exemple, il compose une très belle musique, aussi qu'on peut entendre un petit peu. Souvent, encore une fois, les mélodies d'amour chez John Williams, c'est souvent la flûte. Alors, il n'a pas donné d'explication par rapport à ça, mais pour lui, c'est totalement lié. Et je vous donnerai encore un autre exemple tout à l'heure. On est clairement chez Debussy, on est dans une finesse de l'orchestration pour un film hollywoodien, ce qui a fait dire à pas mal d'observateurs qu'on avait là un alchimiste à Hollywood, c'est comme ça que j'ai intitulé mon livre d'ailleurs, un alchimiste à Hollywood, un savant au milieu de l'industrie hollywoodienne, capable de faire des solos absolument exceptionnels, de finesse et d'inspiration. Quelque temps après Les Sorcières d'Eastwick, il a fait la musique d'un tout petit film intimiste avec Robert De Niro et Jane Fonda, un film de 1990 qui s'appelle Stanley et Iris. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, de Martin Ritt. Et c'est l'histoire de Robert De Niro, qui est analphabète, cuisinier, et qui rencontre Jane Fonda, qui est une ouvrière dans la même usine où De Niro travaille. Ils se rencontrent, ils font connaissance, ils tombent amoureux. Et Jane Fonda donc propose à De Niro de lui apprendre à écrire. Que fait John Williams dans le générique d'ouverture de Stanley Iris? On entend d'abord un piano qui tâtonne, comme quelqu'un qui ne sait pas écrire. Mais vraiment, on l'entend physiquement. Et ensuite, on entend la flûte Iris qui émerge, et ensuite, il y a le mariage entre le piano et la flûte. C'est aussi bête que ça. Mais la première fois que j'avais vu ce film, j'avais été très impressionné par cette très belle simplicité des choix d'instruments pour dire l'amour, pour dire le mariage entre deux entités, deux instruments, deux solos, deux personnes qui sont solos dans le film, qui sont célibataires tous les deux, et puis qui vont commencer à se réunir. Et si on écoute bien, est-ce qu'on a la bonne version? Oui, on peut écouter d'abord la musique, juste. Des petits motifs, et puis tout d'un coup, il commence à savoir écrire.
on peut regarder le générique d'ouverture, si vous voulez. Très rapidement, on peut le mettre en fond. Vous allez voir que même pour un générique tout simple, un film d'amour, tout simple, comme Stanley Harris, je crois que je t'ai mis un autre extrait par là, alors, générique début, que même pour un générique tout simple, c'est un seul plan sur la ville où se passe le film, et même ça, il arrive à trouver des points de ponctuation de ce qui se passe à l'image. Alors, évidemment, il y a les lumières, on ne voit pas trop bien. C'est juste cette petite bourgade, le piano et la flûte réunis sur le titre. Le générique évolue. Tout d'un coup, un petit orchestre va faire irruption. C'est la communauté de cette bourgade, c'est la famille. Et à la toute fin du générique, l'air de rien, on voit un petit drapeau américain flotter sur cette bourgade et John Williams met l'écho d'une petite trompette derrière. C'est-à-dire qu'il laisse absolument rien au hasard pour son plaisir, mais parce qu'il est dans ce souci de la ponctuation, mais qui n'est pas de la paraphrase. C'est pas une musique qui colle à l'image, c'est une musique qui décolle l'image. Ça, c'est, à mon avis, fondamental pour comprendre John Williams. Cette expression collée à l'image est terrible d'ailleurs, parce qu'on l'utilise souvent dans les métiers de l'audiovisuel, et souvent je me permets d'arrêter mes interlocuteurs lorsqu'ils disent ça. Les plus grands exemples de musique de film, de musique pour écran, c'est précisément lorsqu'il y a un contrepoint, lorsqu'il y a un petit décalage. Je vous ai parlé d'oxymore tout d'un coup, quelque chose d'un peu paradoxal, ou qui se répond l'un l'autre, mais où il y a une interaction qui se passe, il y a une étincelle, il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas coller, c'est faire décoller les choses. Et là, l'orchestre arrive parce que c'est la communauté de la bourgade et c'est un portrait de l'Amérique. Mais petit orchestre, petite formation. John Williams sait toujours doser le nombre de musiciens. Pour Stanley Harris, on était à peut-être 20, 30 musiciens, pas plus. On peut peut-être arrêter là, voilà. Sur Né un 4 juillet, la même période, Né un 4 juillet, qui est aussi un film extrêmement bouleversant, c'est une partition uniquement avec des violons, 80 violons. Pour la plupart des thèmes, il y a de la trompette, hein, mais c'est principalement donc, du travail pour violon. Il est tout à fait capable de faire ça pour une partition, comme il est tout à fait capable de faire une musique de film avec 3 instruments. C'est ce qui fait évidemment sa force. Voilà donc un petit exemple et je termine vraiment avec ces extraits, de la palette de couleurs de John Williams. J'avais d'autres exemples, notamment Sabrina, c'est un remake de Billy Wilder. Billy Wilder avec qui John Williams a travaillé en tant que pianiste pour certains Lame Show, pour La Garçonnière, des films quand même assez cultes où vous entendez en fait John Williams jouer au piano dans la plupart des scènes. Il a écrit aussi un très beau thème, et peut-être vous passez 2 thèmes pour terminer. Un thème, alors thème d'amour là aussi, mais pas au sens où on l'entend, un thème d'amour entre un père et son fils dans 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, qui est un film, moi, je trouve très beau, et la partition de John Williams est magnifique. Et dans 7 ans au Tibet, John Williams a écrit un thème d'amour entre ce père qui a délaissé son fils et qui va... je ne dis rien, bon, mais il y a cette relation musicale, en tout cas, qui est très très belle. Là, on est en 1994. Pardon de couper, hein. Et évidemment, vous allez tous et toutes rentrer chez vous pour écouter tous les disques de John Williams en entier, bien sûr.
Parmi les autres thèmes vraiment d'amour qu'il a pu écrire John Williams dans sa carrière, il y a aussi dans AI un très beau thème entre le petit garçon robot et sa maman. Il y a un très très beau thème qui est vraiment très très beau. Il y a le thème d'amour entre Skywalker et Padmé dans le Star Wars numéro 2. Un grand thème d'amour très symphonique. Et puis je voulais terminer par un des derniers thèmes d'amour qu'a écrit John Williams. C'est non plus entre l'amour entre un père et son fils, mais entre un fils et sa mère. Dans le tout dernier film de Spielberg, donc de Fabelmans, peut-être que vous avez vu ce film, de Fabelmans. Et donc c'est l'histoire vraie de la jeunesse du jeune Spielberg. Et lorsque Spielberg a entendu la mélodie pour la première fois sur le Steinway de John Williams, il a fondu en larmes. On peut peut-être l'entendre. Dernière collaboration donc en date entre John Williams et Steven Spielberg. Le protocole de collaboration entre les deux depuis toujours, c'est John Williams s'enferme pendant quelques semaines, il ne voit absolument personne. Même Spielberg n'a pas le droit de venir le voir. Il attend le feu vert de son ami John Williams pour « Ok, tu peux venir, je vais te faire écouter 2-3 thèmes ». C'est comme ça qu'ils procèdent depuis X années. Ils ne se sont jamais engueulés une seule fois, pas une seule fois en 50 ans. C'est vraiment une amitié, je dirais même c'est une sorte de bromance incroyable entre les deux, qui est assez unique dans l'histoire du cinéma. Alors, les seuls éléments de comparaison entre ça, c'est Francis Lay et Lelouch, ou Michel Legrand et Lelouch, qui ont travaillé sur plusieurs décennies, comme ça, qui ont fait beaucoup de films ensemble. Mais dans le cas de John Williams et Spielberg, c'est l'immense variété de colorimétrie musicale, si j'ose dire, qui peut passer des thèmes extrêmement bouleversants de la Lise Schindler au violon à des thèmes plus larges, à des expérimentations sur les dissonances, etc., qui fait que c'est évidemment un duo magnifique. Et John Williams, donc, quelques-uns des thèmes d'amour qu'on a pu entendre aujourd'hui, vous voyez là, sa capacité à chaque fois à sortir des trésors d'émotions en lui, et à chaque fois je me fais cette réflexion par rapport à son parcours et ce qui lui est arrivé dans sa vie. J'y vois toujours la résurgence, et pour revenir à ce qu'on disait sur Pascal Quignard, que la musique c'est l'expression de paradis perdu. C'est tout d'un coup, par la musique, on fait revivre les fantômes. Pascal Quignard va même plus loin, il dit un compositeur essaie de retrouver la voix même qu'il a perdue, par la mue. Pour Quignard, la musique, c'est retrouver, c'est tout d'un coup faire ressurgir ce qui a été perdu. Dans le cas de John Williams, évidemment, ça a une portée extrêmement forte. Et alors, à titre personnel, c'est vrai que j'ai eu la chance de suivre ses concerts, de discuter avec lui, en présence de ma femme. Il m'a envoyé plusieurs lettres même, suite au livre et puis à cette rencontre, que j'ai d'ailleurs dans un cadre sous verre. J'en suis très fier, puisque alors, dans l'humilité extraordinaire de John Williams, il me dit à propos de ce livre collectif universitaire, il me dit non mais vraiment, parce qu'il lit le français, il m'a dit qu'il lisait le français, il fait partie de cette génération d'Américains qui a été éduqué avec le français, etc. Il ne parle pas mais il le lit. Il dit non, mais c'est vraiment un livre qui est vraiment, non, vraiment là, je ne mérite pas un travail universitaire, ma musique c'est quand même pas terrible. En gros, c'est ça sa lettre, c'est complètement fou. Et lorsqu'on l'a rencontré avec ma femme à Boston, on a monté à l'escalier derrière au Boston Pops, j'ai l'impression d'aller voir Dieu. Et il était timide.
Et j'avais juste envie de lui dire, non mais mec, t'es John Williams, quoi. T'as eu 5 Oscars, timide, réservé, extrêmement humble, une voix extrêmement douce, pas du tout triomphante comme sa musique, mais vraiment extrêmement contenue. Et c'était une très très belle rencontre. Et voilà, je garde un souvenir extrêmement ému de cette rencontre avec John Williams, qui continue de m'inspirer, bien sûr. Et voilà, et j'ai envie de dédier cette conférence aussi à ma femme, puisqu'elle n'est plus parmi nous, mais voilà, elle est par là. Merci beaucoup. Alexandre Kinski, vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. On n'a pas énormément de temps, mais si par hasard l'un ou l'autre d'entre vous avait une question, il y a moyen. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. Comment est-ce qu'il pouvait procéder? C'est-à-dire que le film doit être totalement terminé, monté, coupé, et là, ça veut dire qu'il se plongeait dans les images pour faire naître sa musique? Parce que c'est vraiment quelque chose qui arrivait en fin de parcours. Alors, en général, oui. Alors, il y a notamment Gabriel Yared qui procède différemment, ça fait partie de ces... ou Ennio Morricone, qui compose avant le début du film, lorsque c'est possible, ce qui est très intéressant aussi. Il y a des compositeurs qui lisent le scénario, il y a des compositeurs même qui vont sur les tournages. Je pense à Hans Zimmer, qui adore aller sur les tournages pour s'imbiber de l'atmosphère du film. C'est encore une autre technique. Et John Williams, lui, il refuse de lire les scénarios. Il ne veut pas aller sur les tournages parce que c'est un moine, de toute façon, il passe sa vie à composer, il ne bouge pas de chez lui, quasiment. J'exagère à peine. Ce n'est pas du tout un mondain. Il marche dans la nature 1 heure chaque jour et il compose toute la journée, littéralement. Bref, donc il se base uniquement sur le film terminé. Et il décide avec les cinéastes quelle séquence mérite ou pas, ou a besoin ou pas, d'un accompagnement ou d'un contrepoint ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Depuis plus de 60 ans pour John Williams, c'est vraiment un choix de départ. Je disais sur le silence, parce que c'est important, le silence. Quand on est compositeur, évidemment, et particulièrement par rapport au cinéma, est-ce qu'une musique ne va pas être atténuée par une scène ne va pas être atténuée par trop de musique? Est-ce qu'il faut simplement un seul instrument ou pas? Truffaut, par exemple, avait une petite théorie là-dessus. Il disait « J'évite d'utiliser des solos instrumentaux dans mes films parce que j'ai peur que le public surimpressionne dans sa tête les doigts de la harpiste ou du guitariste. » Ce qui est intéressant, parce que la puissance d'un solo dans un film, c'est « waouh !» Ça peut être prodigieux. Parfois, juste un solo, c'est plus puissant et pénétrant que 150 musiciens d'un orchestre. Souvent, c'est plus discret. Vous avez un livre de Mario Litwin qui s'appelle « Le film et sa musique », qui est un livre sur la musique de film, où il dit ça. Il dit souvent, voilà, des violons en fond, tapis, c'est plus discret que tout d'un coup un solo de flûte, comme on a pu entendre là. C'est waouh! Chez John Williams, le son est souvent piqué. Alors ça vient peut-être du jazz, je trouve, et la façon dont il dirige les orchestres aussi, c'est souvent piqué. Et je trouve qu'il pique les films. Tout d'un coup, il transperce les films. Il a ce côté percutant, très piquant. Et c'est un compositeur qui est capable absolument, je crois, de briser le fameux 4e mur, de tout d'un coup nous transpercer l'écran, de venir nous piquer à nous. Je crois que c'est quelqu'un qui a été capable de faire ça. Avec ses thèmes d'amour, mais pas que ses thèmes d'amour, mais ouais. Voilà en tout cas le processus. Et en général, c'est 2-3 mois de travail. Une autre question? Ah, en haut. Je vais parler de ça. Est-ce que vous avez une autre conférence? Parce que là, vous êtes centré sur le thème de l'amour. Est-ce que vous avez une autre présentation prévue plus générale sur John Williams? Pas dans l'immédiat. Mais effectivement, son œuvre est tellement riche en termes, vous avez vu, de télévision, cinéma,
œuvres de concert, etc., à travers des époques différentes, qu'évidemment, on pourrait passer des années à aborder sa façon de faire et d'aller vraiment plus précisément dans l'écriture elle-même. Et notamment sur sa capacité, effectivement, à trouver à chaque fois la bonne couleur. Je parle vraiment de couleur ou de texture. On parle de tessiture en son, mais on pourrait parler de texture, on pourrait parler... Oui, quand on parle du texte, enfin c'est Roland Barthes qui disait ça, la porosité entre le texte, la texture, la tessiture, tout ça est très... Pour moi, c'est un compositeur extrêmement graphique. Comme... je veux dire, pour moi, le métier est très, 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 très proche. Déjà, c'est de la graphie, c'est de l'écriture. Il y a un sens inné de la colorimétrie. Il y a un sens inné, tout d'un coup, des lignes qui créent un mouvement qui est contrapuntique à l'image. Spielberg a cette formule extraordinaire où il dit « Non, mais c'est à chaque fois la musique de John Williams qui sauve Indiana Jones. Indiana Jones entend une flûte, hop, il baisse la tête, tac !» Vous voyez, cette interactivité permanente entre l'orchestration, ce qui se passe à l'image, l'interactivité qui fait que peut-être un des secrets du succès sans précédent dans l'histoire de John Williams et Spielberg, c'est parce qu'ils travaillent sur cette interactivité avec nous. Ils jouent avec nous en permanence. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de piano, flûte, mais c'est très rapide, mais on pourrait montrer 1000 exemples de ce jeu permanent comme faisait d'une certaine manière Bach. Alors on n'a pas entendu dans... le Fabelmans, le thème que John Williams a composé pour la maman de Spielberg, qui jouait Bach, qui était une concertiste. Mais à la fin du thème, on entend un petit clin d'œil à l'écriture de Bach. Et Bach, qui n'arrêtait pas de jouer dans sa forme d'écriture par la mathématique, par des clins d'œil ou des retours sur un motif qu'il avait développé là, qu'il inverse là. Ça, c'est un plaisir pour les auditeurs qui traversent simplement l'écran conventionnel pour faire de la salle de cinéma. Ça a été un des grands talents de John Williams, transformer la salle de cinéma en salle de concert. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette conférence. Merci d'applaudir à nouveau Alexandre Kinski. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. C'était cool.